ההסתה והלהבות בירושלים, במגזר הערבי, הגיעו לגבהים שהם עלולים גם לזלוג מעבר לכך. קצת אחרי השעה 12 בצהריים קיבלנו קריאות במגן דוד אדום על צעיר שנדקר כאן על הדשא. אנחנו מתייחסים לאירוע הזה בחומרה רבה מאוד, זה אירוע חמור מאוד. שמדובר על חייל שהותקף על ידי בן מיעוטים שמתגורר באזור העיר שכם. Bonsoir à tous, nouvelle édition spéciale sur i24 News après donc une série d'attentats ayant fait plusieurs victimes en plusieurs endroits d'Israël aujourd'hui. Tout d'abord Tel Aviv cet après-midi où un soldat a été grièvement blessé et puis sur ces images un petit peu plus tard dans l'après-midi, vous le voyez dans la région du Gush Etzion, une Israélienne de 25 ans poignardée mortellement. Elle aussi, deux autres personnes blessées et le terroriste qui a été abattu sur les lieux par un garde de sécurité. Une situation qui crée donc beaucoup d'émotions, des émeutes qui continuent ce soir en plusieurs endroits d'Israël. On va en parler avec nos invités d'abord présents dans ce studio. Bonsoir Emmanuel Navon, bonsoir. Professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Bonsoir Dror Even Sapir, analyste politique sur i24 News. Et puis nous avons également nos envoyés spéciaux qui sont présents sur place. On ira retrouver justement dans le Gush Etzion, là où s'est produit cet attentat tout à l'heure, eh bien, Daniel Haïk qui est sur place aux côtés de Shai Ben Ari et Sami Aboudiab pour les 3 chaînes d'i24 News. Et puis à Tel Aviv également sur les lieux de l'autre attaque en début d'après-midi, Maxime Perez avec Eli Otchenberg et Faler Habib. Nous irons également à Jérusalem où l'alerte est également très importante ce soir car un autre incident a été évité semble-t-il avec l'arrestation d'un homme qui tenait un poignard et qui s'était mis à courir dans l'une des stations de tramway de la ville. Des attaques qui ont eu lieu récemment également dans Jérusalem. Tout cela donc crée une situation extrêmement tendue ce soir. Réunion de sécurité à Jérusalem d'ailleurs sous la présidence de Benyamin Netanyahou dans quelques instants. Mais on revient tout d'abord en images sur ce qui s'est passé dans le Gush Etzion. Tout à l'heure avait donc un mort et 2 blessés. Résumé, images spectaculaires avec Elsa Mourgue. Deuxième attaque au poignard dans la même journée. Cette fois-ci, les faits se sont déroulés en Cisjordanie, entre Jérusalem et Hébron, à l'entrée de Alon Shfut, une implantation israélienne. À quelques mètres de l'endroit où ont été kidnappés les 3 jeunes Israéliens en juin. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'attaquant aurait d'abord tenté d'utiliser son véhicule comme voiture bélier, le même procédé qui a été utilisé dans 2 précédentes attaques terroristes à Jérusalem. C'est une histoire qui se répète et qui s'est répétée ces dernières semaines à Jérusalem avec 3 attentats. Ça se répète dans le sud depuis des années avec les tirs de missiles et de roquettes et encore ce matin à Tel Aviv. N'étant pas parvenu à ses fins, l'assaillant serait finalement sorti de sa voiture et aurait attaqué au couteau des civils qui attendaient le bus. Une jeune femme de 25 ans est décédée sur place alors que les secours tentaient de la réanimer. 2 autres blessés, un homme d'une vingtaine d'années et un autre de 50 ans, ont été transportés dans des hôpitaux de Jérusalem. Leurs jours ne sont pas en danger. Le terroriste, touché par balle par un garde armé présent sur les lieux, a lui aussi succombé à ses blessures. Selon la police, il s'agirait de Maher El-Hashlamoun, un Palestinien de 30 ans, originaire d'Hébron, affilié au djihad islamique et qui aurait déjà passé au moins 5 ans dans les prisons israéliennes. Alors, situation, je vous l'ai dit, extrêmement pesante ce soir, d'autant que d'autres incidents semblent avoir été évités, notamment à Beersheva, où une femme affirme avoir été victime d'une tentative d'écrasement à la voiture bélier. Et puis, sur ces images à Jérusalem, tout à l'heure, donc un homme portant un couteau qui courait dans la station de tramway et qui a été maîtrisé, vous le voyez sur ces images, par plusieurs personnes donc, qui ont réussi à l'interpeller avant qu'il ne passe à l'action. Alors, on va retrouver tout de suite en direct justement du Gush Etzion, là où s'est produit l'attaque meurtrière de tout à l'heure. Daniel Haïk, l'un de nos envoyés spéciaux. Bonsoir Daniel. Similitude tragique, hein, c'est l'endroit précis où avait eu lieu le drame des 3 adolescents en juin dernier.
Oui, pas tout à fait, Jean-Charles. C'est quasiment l'endroit. Ce n'est pas la station de bus ou d'autostop où s'est produit l'enlèvement le 12 juin dernier de Naftali Frankel, de Gilad Shaer et d'Eyal Ifrar. Nous sommes à quelques dizaines de mètres. C'était dans l'autre sens, cet enlèvement qui s'est terminé, on le sait, par l'assassinat des 3 jeunes. Mais nous sommes effectivement ici, donc à cette station. Le terroriste Maed Shlamoun venu de Hebron, a voulu percuter dans un premier temps les personnes qui attendaient ici à cette station d'essence. À cette station d'autobus, il y avait 3 personnes qui attendaient, mais vous l'avez vu, vous le voyez ici, il y a des blocs de béton qui protègent la population, ceux qui attendent les autobus, ceux qui attendent les autostops ici, parce qu'on continue à attendre l'autostop ici, et donc le véhicule a percuté ces blocs de béton, ces colonnes de béton. Il a fini sa course à quelques mètres de là où je me trouve, et le terroriste est donc sorti armé d'un poignard. Il est revenu vers la station et il a poignardé assez sauvagement une jeune Israélienne d'une 20aine d'années qui a été donc, vous le savez, mortellement blessée. Il s'est ensuite attaqué à deux autres personnes qui attendaient ici l'autobus tranquillement. Et donc c'est le bilan de cet attentat. 1 personne tuée et 2 blessés, 2 personnes qui ont été hospitalisées. Et donc ce terroriste qui appartiendrait au djihad islamique, qui a d'ailleurs revendiqué l'attaque, hein. Oui, effectivement, il s'agit d'un terroriste qui était connu, on peut dire, des forces de sécurité, qui a déjà passé plusieurs années en prison, qui appartenait au djihad islamique et qui est d'une famille considérée comme une famille connue dans le monde du terrorisme chez les Palestiniens. Et donc, il est considéré comme un récidiviste. Il a été lui-même blessé par le gardien, l'agent de la sécurité de la localité d'Alon Shoot, qui se trouve juste derrière notre caméraman, derrière Yoni Ricard, notre caméraman, qui est accouru très rapidement et qui a tiré dans sa direction, le blessant sérieusement. Il est hospitalisé lui aussi. Voilà, il serait décédé d'ailleurs des suites de ses blessures, Daniel Haïk, selon les dernières informations. Le terroriste abattu par ce garde de sécurité. Merci Daniel, on vous retrouve un petit peu plus tard évidemment pour faire un nouveau point sur cette situation. Alors, premier avis avec vous, messieurs, sur ce qui se passe là, puisqu'il y a des attaques. Il y avait d'abord eu Jérusalem, maintenant cela déborde, comme le disait un responsable israélien. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de concerté qui a lieu en ce moment, Emmanuel Navon, ou pas ? Je pense que d'abord, du côté, comme vous savez, l'attentat de ce soir dans le Gush Etzion a été revendiqué par le djihad islamique. Or, quel est le message du djihad islamique ? Que tuer des juifs mène au paradis. Donc il n'est pas étonnant que quand on fait passer ce message, qui est celui du djihad islamique, les gens passent à l'acte. Donc ça, c'est du côté du djihad islamique. Du côté de l'autorité palestinienne et de Mahmoud Abbas, il y a un discours qui est tenu pour les caméras occidentales qui dit « Moi, je ne fais pas de djihad, c'est uniquement le djihad diplomatique ». Mais je vous rappelle que juste après la tentative d'assassinat de Yehuda Glick il y a quelques jours, Mahmoud Abbas a envoyé une lettre à la famille de l'assassin pour dire, je cite, qu'il est allé au paradis en protégeant les Palestiniens. Et tous les jours, quasiment sur la page Facebook du Fatah, le mouvement de Mahmoud Abbas, il y a des appels à des attentats à la voiture bélier. L'un en date, c'est celui-là, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, sur la page Facebook du Fatah, où on voit effectivement une voiture palestinienne qui essaie d'attraper des juifs à l'attentat au bélier. Ça, c'est le site de Mahmoud Abbas. Donc il y a, oui, c'est concerté, aussi bien du côté du djihad islamique sur les messages qu'il fait passer à sa population, mais également de façon beaucoup plus fourbe de la part de Mahmoud Abbas. Réven Sapir, comment interpréter ce qui se passe là en ce moment ? Il y a une ambiguïté parce que pour perpétrer un attentat à la voiture bélier ou à l'arme blanche, on n'a pas besoin d'avoir une infrastructure terroriste derrière soi. Il suffit qu'un loup solitaire, comme on les appelle, prenne une initiative pour se livrer à un attentat particulièrement sanglant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas
des groupes terroristes qui incitent, qui récupèrent en tout cas, c'est comme le Hamas ce soir. Alors, il n'est pas impossible que l'auteur de l'attentat du Gush Etzion ait pris une initiative individuelle qui par la suite aurait été récupérée par le djihad islamique, trop content de trouver là l'occasion de se rappeler au bon souvenir de la rue palestinienne en revendiquant un attentat qu'il n'avait peut-être pas lui-même commandité. Ce qui est sûr, c'est que le Hamas a appelé à une troisième intifada. Maintenant, en ce qui concerne le rôle de l'autorité palestinienne, il est effectivement des plus ambigus. Tout de même, on a l'impression du fait que les émeutes, en tout cas là je ne parle pas des attentats, mais des émeutes restées cantonnées à Jérusalem-Est et au secteur arabe israélien, et que pour l'instant en tout cas elles étaient beaucoup plus rares et d'une ampleur nettement moindre dans les territoires de Cisjordanie. On a tout de même l'impression que Mahmoud Abbas et ses forces de sécurité tentaient un petit peu de jouer un rôle de garde-fou, pas par amour d'Israël ou du sionisme, mais parce que c'est pas du tout dans l'intérêt aujourd'hui, à mon sens en tout cas, de Mahmoud Abbas, de montrer à la communauté internationale que chez lui aussi, dans les territoires dont il a plus ou moins la responsabilité sécuritaire, les choses deviennent incontrôlables. Vous savez qu'il mène une bataille auprès des instances internationales contre Israël pour faire reconnaître unilatéralement par les instances internationales l'État palestinien. Par conséquent, dans ce contexte-là, et c'est une bataille qui a remporté ses fruits. On sait que la Suède a reconnu l'État palestinien, on sait que plusieurs parlements européens en ont fait de même ou s'apprêtent à en faire de même. Par conséquent, j'ai pas l'impression que cela rentrerait dans sa stratégie à Mahmoud Abbas de commanditer une nouvelle intifada. Effectivement, le message est ambigu, comme l'a dit Emmanuel Navon. Lorsqu'on envoie une lettre de condoléances aux parents, aux proches du terroriste qui a tenté d'assassiner le rabbin Yehuda Glick, lorsqu'on a les mots qu'on a eus contre les juifs qui entendent prier sur le mont du Temple avec un discours de plus en plus religieux, quasiment islamiste en fait, on joue sur une corde raide particulièrement ambiguë et effectivement on incite à la violence. Mais on a un petit peu l'impression que Mahmoud Abbas est un peu sur le fil du rasoir et que la situation risque de lui échapper des mains, puisque au sein même du Fatah, de plus en plus de voix s'élèvent pour que le Fatah rattrape le train en marche et se joigne lui aussi, comme les organisations islamistes, à ce qui apparaît de plus en plus clairement comme une troisième intifada. Avec en plus une fermeté affichée par le gouvernement israélien. Benjamin Netanyahou disait tout à l'heure, ce que veulent les Palestiniens, ces Palestiniens, c'est de nous éjecter finalement d'Israël, mais nous resterons ici. Il y a vraiment une fermeté affichée ce soir par les Israéliens ? De toute façon, face à une vague d'attentats comme la vague d'attentats actuelle, le gouvernement ne peut qu'afficher sa fermeté. On imagine mal un gouvernement ou un chef de gouvernement appeler Mahmoud Abbas et lui demander qu'est-ce qu'on peut faire pour lui, que ça s'arrête. Est-ce qu'Israël doit accepter par exemple le droit au retour pour que ces attentats terroristes cessent, comme l'exige d'ailleurs Mahmoud Abbas. Donc bien entendu que le rôle du gouvernement, le devoir du gouvernement est d'assurer la sécurité des citoyens. C'est un des devoirs de base du gouvernement. Et puis n'oublions pas également que depuis hier soir officiellement, nous sommes quasiment officiellement en tout cas dans une période électorale, puisque hier soir il y a eu le comité central du Likoud dans lequel une date était fixée le 6 janvier pour les élections primaires pour le leadership du Likoud. Cela signifie qu'on s'approche, tous les experts politiques disent que finalement on aura des élections en 2015 au printemps ou à l'été. Donc en plus de ça, on rentre en période électorale. Et là, effectivement, les candidats ne peuvent pas se permettre de se montrer mous sur la question du terrorisme. Ouais, on a vu d'ailleurs avec... On est effectivement en période préélectorale. Benjamin Netanyahou se sont dépassés sur sa droite par Naftali Bennett, qui séduit un nombre de plus en plus important d'électeurs traditionnels du Likoud. C'est pour ça qu'il muscle ou qu'il droitise son discours. Mais j'aimerais revenir un instant sur ce qu'a dit Emmanuel Navon concernant le double discours de Mahmoud Abbas. Il faut quand même, à sa décharge, reconnaître que dans une dernière interview à la télévision palestinienne donnée en langue arabe, Mahmoud Abbas s'est à nouveau engagé contre la violence, contre le terrorisme, en faveur d'actions unilatérales qui sont tout à fait, à mon sens, contre-productives devant les instances internationales. Donc il tourne le dos très nettement à toute possibilité de négociation, mais il répète, et il le répète en arabe et à la télévision palestinienne, que la voie n'est ni celle de la violence, ni celle du terrorisme. Mais effectivement, il y a un double jeu et il y a une ambiguïté qui risque d'être
d'être dangereuse. Voilà, bon, et la question est de savoir s'il n'est pas lui aussi dépassé par la rue. On va en parler dans un instant. Le temps d'aller justement à Tel Aviv, là où il y a eu la première attaque aujourd'hui visant un soldat israélien, poignardé donc par un Palestinien. Maxime Pérez, vous êtes sur place à l'endroit donc où s'est produit cette attaque et que vous nous résumez maintenant. Bonsoir Maxime. Bonsoir Jean-Charles. Effectivement, il était midi ici à la station Haganah de Tel Aviv, l'un des centres névralgiques de cette métropole israélienne. Beaucoup de passagers transitent par cette gare de train ou par la gare routière qui se situe à peine à 200 mètres derrière moi. Des soldats également en route vers leur base ou de retour de permission. C'est un lieu sensible, surveillé par la police et des agents de sécurité privés. Mais pourtant, un homme a surgi et a surpris un soldat israélien de 20 ans. Il l'a poignardé à plusieurs reprises dans le bas-ventre. Le soldat, évidemment, s'est immédiatement écroulé. Il a été traité sur place. Il a fallu le réanimer. Tandis que son assaillant, qui a tenté de prendre son arme, s'est finalement enfui. Il s'est réfugié dans une rue à quelques minutes d'ici. Il a été tout de suite pris en chasse par des hommes et des civils et des policiers. Et il a finalement été appréhendé au dernier étage d'un immeuble. Lui-même a été blessé lors de son arrestation. Et évidemment, tout de suite, beaucoup de panique, de mouvements de foule, la police et les secours qui sont très rapidement arrivés sur les lieux de cette attaque. Et en ce moment même, le soldat grièvement blessé se trouve toujours entre la vie et la mort. Pour l'instant, les médecins parlent d'un danger immédiat pour sa vie. Alors Maxime, on va dire que la nouveauté dans cette attaque, c'est qu'elle se passe cette fois à Tel Aviv. Là, on quitte Jérusalem et la Cisjordanie pour venir donc à Tel Aviv. Oui, c'est vrai qu'on était habitué à voir des attentats ou des affrontements avec la police et des jeunes Palestiniens plutôt à Jérusalem, dans le nord du pays, comme ces derniers jours, et des attentats évidemment dans la capitale israélienne. Mais cette fois, c'est bien Tel Aviv qui est visé pour la première fois depuis que les incidents sécuritaires se multiplient. On parlait jusqu'à il y a encore quelques jours d'un incident en moyenne par semaine. Désormais, les incidents sont beaucoup plus fréquents. Il s'agit de deux incidents, évidemment, deux attentats aujourd'hui. Il y en a eu ces derniers jours, donc des attentats, des incidents qui se multiplient. Évidemment, l'inquiétude qui se renforce puisque Tel Aviv est touché. Tel Aviv où la police avait été placée en état d'alerte renforcé depuis quelques jours et qui ce soir voit son état d'alerte de nouveau renforcé évidemment à un niveau plus important avec davantage de patrouilles dans les grandes artères de cette métropole, évidemment dans des lieux sensibles comme cette gare de train ou la gare routière dont je vous parlais tout à l'heure, avec évidemment cette crainte d'attentats qui peuvent surgir à n'importe quel moment, le fait des actes isolés, si l'on se fie à ce qui se passe depuis maintenant plusieurs semaines et qui nécessite évidemment une vigilance de tous les instants. Merci Maxime Pérez, donc en direct de Tel Aviv où s'est produit cette première attaque. Alors Emmanuel Navon, on parlait justement de ce discours de Mahmoud Abbas. Si on lui accorde du crédit quand il dit qu'il ne prône pas la violence ou le terrorisme et qu'il privilégie la voie diplomatique, est-ce qu'à votre avis, il y a aujourd'hui une crainte de voir justement la rue palestinienne se soulever d'elle-même ? Vous savez, l'histoire prouve que ces soi-disant soulèvements sont toujours initiés par le leadership. Alors, à l'époque de Arafat, c'était très clair, bien que lui aussi cachait son jeu, comme Mahmoud Abbas d'ailleurs. Il tenait également un double discours. Il appelait d'un côté au djihad, il libérait les terroristes du Hamas, il donnait des chèques aux auteurs d'actes terroristes, et dans les médias occidentaux, il disait « Écoutez, je suis dépassé parce que la rue est frustrée de l'absence d'un processus de paix que lui-même avait fait échouer, je vous le rappelle ». Mahmoud Abbas est un peu plus sophistiqué, je dirais, mais il a également non seulement un double discours, mais je vous rappelle que jusqu'à aujourd'hui, il paye de très bons salaires toutes les familles des terroristes qui sont libérés de prison, qu'il qualifie de shahid. Donc effectivement, d'un côté, il dit non, moi je choisis la voie diplomatique, je vais à l'ONU, je demande la reconnaissance d'un État palestinien qui n'implique pas, entre parenthèses, la renonciation au droit du retour. Il l'a rappelé récemment lors du 10e anniversaire de la mort d'Arafat, en disant jamais on abandonnera le droit au retour, ce qui, d'après ses calculs, signifie 5 millions
de Palestiniens, de soi-disant réfugiés qui devraient devenir citoyens israéliens, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est sa condition pour la soi-disant paix. Il le dit très clairement. Et donc, il appelle, non seulement il paye les salaires des familles des terroristes, il envoie ses lettres aux familles des terroristes en disant que ce sont des héros qui protègent la Palestine, etc. Et n'oubliez pas également que les médias qu'il contrôle ne cessent toute la journée de parler des terres occupées de 1948 qui seront libérées comme, dans le langage des médias palestiniens, Jaffa, où nous nous trouvons actuellement, Beersheva, Haïfa, etc. Donc oui, il y a un double discours, mais je dois dire que ce double discours, cela marche, puisqu'il y a suffisamment de gens naïfs dans le monde et en Occident pour tomber dans le panneau et dire finalement Abbas est modéré, il veut la voie diplomatique, et donc il faut le renforcer, n'est-ce pas, pour qu'il puisse faire avancer un soi-disant processus de paix que lui-même, finalement, a fait échouer, dont dans les dernières négociations avec Tzipi Livni, en insistant, encore une fois, il l'a répété, sur ce soi-disant droit au retour. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'accord? Parce qu'il refuse de transiger sur le droit au retour, et ensuite il se demande effectivement pourquoi il n'y a pas un accord de paix avec Israël. Dror Ben-Sapir, quelle peut être la réponse apportée ce soir justement par le gouvernement israélien? On sait qu'il y a des consultations sécuritaires d'urgence demandées ce soir par Benjamin Netanyahou. Écoutez, si les incidents se multiplient, déjà on va assister à une très nette droitisation du discours de la part des dirigeants israéliens. De la part de Benjamin Netanyahou, c'est tout à fait évident. Et comme l'a dit Emmanuel Navon, on rentre en période préélectorale. Même si, justement, à propos d'éventuelles élections anticipées, il y aura des élections anticipées si l'une des composantes de la coalition quitte la coalition. On a l'impression qu'effectivement, la coalition électorale prend l'eau de toutes parts. Mais en période de crise sécuritaire, la dernière chose, Jean-Charles, que les Israéliens aiment ou apprécient, c'est les divisions politiques, c'est les élections anticipées. Au contraire, en période de crise sécuritaire, les Israéliens appellent à l'unité, appellent à ce qu'on resserre les rangs autour du gouvernement. Donc je ne vois pas, par exemple, Naftali Bennett prétexter de la crise sécuritaire actuelle ou du manque de répondants par rapport à cette crise sécuritaire pour quitter le gouvernement. Ça peut peut-être, paradoxalement, cette crise sécuritaire, elle peut peut-être aboutir à une prolongation de l'espérance de vie de la coalition actuelle. Maintenant, la réponse, elle peut être sécuritaire à l'image de ce à quoi on a assisté l'été dernier, à savoir une vague d'arrestations de responsables islamistes dans les territoires, peut-être une vague d'arrestations de responsables du Fatah cette fois, puisque on constate que le discours devient de plus en plus ferme de la part d'Israël contre des responsables du Fatah. Mais encore une fois, il faudra pour que cette vague d'arrestations soit crédible aux yeux de la communauté internationale, aux yeux des Israéliens, que des preuves soient amenées de l'implication directe des organisations terroristes dans les derniers attentats. Concernant le djihad islamique, c'est incontestable, le Hamas également, le Fatah un peu moins. Mais qu'est-ce qui peut vraiment arrêter une vague d'attaques individuelles, même si ces attaques individuelles sont approuvées et encouragées par le Hamas, par le djihad islamique? Encore une fois, prendre une voiture et foncer sur des passants ou prendre un couteau et tenter de faire un maximum de victimes civiles avec un couteau, c'est à la portée du premier apprenti terroriste venu. Donc là, c'est très très difficile à juguler pour les forces de sécurité israéliennes, beaucoup plus qu'une campagne d'attentats orchestrés par les organisations terroristes. Mais si la prochaine étape, c'est effectivement des attentats à la bombe ou des attentats perpétrés par des kamikazes, à l'image des attentats qui ont ensanglanté les rues des grandes villes israéliennes au cours de la seconde intifada au début des années 2000, là on peut effectivement imaginer une opération militaire de grande ampleur, à l'image de celle qui avait été lancée par Ariel Sharon, l'opération Rempart, qui avait effectivement eu une certaine efficacité dans la lutte contre le terrorisme organisé. Mais là, on a affaire encore une fois à des individus qui ont tout simplement une voiture et un couteau. Et là, c'est beaucoup plus difficile à juguler, encore une fois. Ouais, Emmanuel Navon, quelle réponse apporter selon vous? C'est clair, comme l'a dit effectivement Dror, c'est plus difficile de juguler des attentats au couteau et à la voiture bélier que des attentats directement organisés de grande envergure par les organisations terroristes. Ceci dit, encore une fois, ces attentats n'ont pas lieu dans le vide. Il y a derrière eux des organisations qui les encouragent, qui bien entendu prêchent que cela mène au paradis et envoient d'autres aller au paradis, bien entendu. C'est ça aussi les organisations terroristes islamistes. Ils prêchent le paradis mais envoient d'autres pour aller à ce soi-disant paradis. Donc il y a des organisations derrière cela. Et psychologiquement, il y a un effet psychologique si Israël attrape ces faiseurs de troubles
et les neutralise, il y aura un effet domino sur ceux qui sont envoyés, qui sont incités par ces organisations. Même si effectivement, comme l'a dit Dror, c'est vrai, les attaques au couteau ou à la voiture bélier, c'est plus difficile à arrêter que les gros attentats suicides. On sait exactement qui les paye, qui les envoie, qui les finance. Mais cela ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas derrière ces attentats ponctuels des organisations qui incitent à la haine et que si on revient à la source du problème de ces organisations terroristes, alors cela aura un effet psychologique qui démoralisera les terroristes eux-mêmes, qui sont finalement également envoyés, comme je l'ai dit, par les chefs des organisations terroristes qui, eux, ne se portent jamais volontaires pour aller à ce soi-disant paradis. Alors, c'est également dans l'actualité aujourd'hui, et c'est concomitant à ce qui est en train de se passer en Israël, l'ONU qui annonce ce jour, par la voix de son secrétaire général, ouvrir donc ces fameuses enquêtes internes destinées à savoir ce qui s'est passé à Gaza, dans les sites de l'ONU où des civils avaient été tués, et puis également où des armes étaient cachées par le Hamas. L'ONU qui espère la collaboration de toutes les parties, donc sans doute d'Israël également, et du Hamas à tout cela. Est-ce que Israël, à votre avis, va collaborer ou pas à ces enquêtes ouvertes par l'ONU? La politique d'Israël, en général, c'est de ne pas coopérer avec des commissions d'enquête internationales, surtout lorsqu'elles sont diligentées par la Commission des droits de l'homme de l'ONU, dont on sait qu'elle est dirigée en fait par des pays qui ne font que peu de cas des droits de l'homme et qui sont traditionnellement anti-israéliens. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un minimum de coopération de la part d'Israël, qui considère en général que ces commissions d'enquête que le travail de ces commissions d'enquête est biaisé de par leur composition humaine et nationale en fait. Emmanuel Navon, il y a quand même une différence cette fois-ci entre ce que veut faire l'ONU et ce qui était la commission Goldstone en 2009. À l'époque, effectivement, c'était une cour, un tribunal kangourou, comme on dit, avec des conclusions déjà définies à l'avance. Et là, effectivement, Israël avait refusé de participer avec ce jeu complètement grotesque et kafkaïen. Cette fois-ci, le ton est quand même différent. On ne parle pas de commission Goldstone, on parle de vérifier également comment est-ce que des armes du Hamas ont été cachées dans les institutions de l'ONU. Donc là-dessus, il n'est pas impossible qu'Israël justement collabore parce que le ton est différent et c'est également le Hamas qui est visé. Donc il semble qu'il y ait quand même un changement. On ne parle pas d'une deuxième commission Goldstone. Et comme le Hamas est également visé pour son usage des institutions de l'ONU pour cacher ses armes, sur ce dossier, il n'est pas impossible qu'Israël collabore parce qu'il semble, en tout cas pour l'instant, que ce soit moins grotesque que la dernière fois. Bon, en tout cas, c'est une information qui est parvenue aujourd'hui de la part donc, de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Alors, on rappelle donc le bilan à l'heure qu'il est de ce qui s'est passé aujourd'hui. Première attaque à Tel Aviv, un soldat israélien poignardé par un Palestinien de 18 ans. Le soldat se trouve toujours ce soir entre la vie et la mort. Il aurait même subi une nouvelle intervention chirurgicale il y a quelques instants. On retrouvera Maxime Pérez dans un instant qui nous donnera de ces nouvelles. L'auteur de cette attaque donc, avait été arrêté par les policiers avec l'aide d'ailleurs de personnes qui se trouvaient sur place. Et puis un petit peu plus tard, vous le voyez sur ces images, dans le Gush Etzion cette fois, un Palestinien avec sa voiture qui a d'abord tenté d'écraser des passants, puis qui est sorti avec un couteau et qui a poignardé 3 personnes, une jeune femme de 26 ans qui a trouvé la mort. Le Palestinien a lui été abattu. Il était membre du djihad islamique, il avait même été en prison durant 5 ans et donc le djihad islamique revendique cette attaque. Voilà donc pour les 2 faits marquants. On continue à en parler évidemment dans un instant. Suite de cette édition spéciale sur i24 News avec d'autres invités. Merci Dror Even Sapir, merci Emmanuel Navon. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. ההסתה והלהבות בירושלים במגזר הערבי הגיעו לגבהים שהם עלולים גם לזלוג מעבר לכך. קצת אחרי השעה 12 בצהריים קיבלנו קריאות במגן דוד אדום על צעיר שנדקר כאן על הדשא. אנחנו מתייחסים לאירוע הזה בחומרה רבה מאוד, זה אירוע חמור מאוד. שמדובר על חייל שהותקף על ידי בן מיעוטים שמתגורר באזור העיר שכם.
D'autres invités nous rejoignent pour cette édition spéciale consacrée donc aux attentats qui ont frappé Israël aujourd'hui. Bonsoir Raphaël Jérusalemi, ancien officier dans le renseignement pour l'armée israélienne, et Maurice Fergan, bonsoir, vous êtes rédacteur en chef sur i24 News. Alors, on va s'intéresser d'abord à la première attaque qui a eu lieu dans la journée, c'était donc à Tel Aviv. Un soldat poignardé, grièvement blessé, il est toujours entre la vie et la mort. Ce soir, résumé de ce qui s'est passé avec Maxime Perez. C'est ici, devant la station de train Haganah, au sud de Tel Aviv, que l'attaque se déroule. Il est midi quand un soldat israélien de 20 ans est grièvement poignardé au bas du ventre. Un homme tente de lui prendre son arme et s'enfuit. Il est neutralisé 300 mètres plus loin, à l'intérieur de cet immeuble où il s'était retranché. Je l'ai vu courir de là-bas à ici. Il est rentré dans ce bâtiment et il était poursuivi par des policiers. Je ne savais pas que c'était un terroriste. Pour moi, c'était juste un gars du quartier. L'assaillant, Nour al-Din Abou Kachie, un Palestinien de 18 ans originaire de la ville de Naplouse, en Cisjordanie. Il travaillait illégalement en Israël. Légèrement blessé pendant son arrestation, le Palestinien sera interrogé pendant plus d'1 heure dans la cour du bâtiment, avant d'être évacué en ambulance sous haute escorte. D'après la police, son acte était motivé par des aspirations nationalistes. Nos unités de police continuent de mener leur enquête, mais je peux d'ores et déjà vous confirmer que l'événement de Tel Aviv de cet après-midi est une attaque terroriste. Cette attaque au couteau intervient sur fond de tensions sécuritaires dans le nord du pays et à Jérusalem. Ces dernières heures, la police israélienne avait été placée en état d'alerte, y compris ici, à Tel Aviv. Alors, on va retrouver Maxime Perez, justement, qui est toujours sur place, donc à Tel Aviv, à l'endroit où s'est passée cette attaque. Maxime, d'abord, est-ce qu'on a des nouvelles de l'état de santé du soldat ? Bien, vous savez, il a été très grièvement blessé ici par cet assaillant palestinien. Blessé au bas-ventre, il était quasiment en état de mort clinique. Il a fallu que les secouristes arrivés très vite sur place le réaniment avant de pouvoir le transporter à l'hôpital Tel HaShomer de Tel Aviv. Il a tout de suite été pris en charge par des chirurgiens opérés. Mais depuis, si son état s'est stabilisé, il reste toujours ce soir entre la vie et la mort et son pronostic vital est toujours prononcé. Est-ce qu'on a, Maxime, des précisions sur les motivations ? Parce que là, évidemment, la piste terroriste est privilégiée, mais est-ce qu'on sait un peu plus sur le parcours de ce jeune Palestinien qui a été l'auteur de cette attaque ? On parle d'un jeune Palestinien âgé de 18 ans qui donc habitait cette ville de Naplouse, qui est l'une des plus importantes villes palestiniennes du nord de la Cisjordanie. Il se rendait en Israël depuis plusieurs mois et cela de manière tout à fait illégale puisqu'il ne disposait pas de permis de travail. On suppose qu'il travaillait, évidemment qu'il était employé au noir, qu'il travaillait comme ouvrier, comme beaucoup de Palestiniens le font dans le centre du pays, ici même à Tel Aviv. Et selon les premiers éléments de l'enquête, mais ils n'ont toujours pas été autorisés à la publication, eh bien, ce Palestinien était venu ici même à Tel Aviv armé d'un couteau avec l'intention de perpétrer une attaque, et il s'en est pris à un soldat dans un lieu qui est habituellement fréquenté par beaucoup de conscrits, de militaires qui soit rejoignent leur base depuis cette même gare de train ou la gare routière qui se trouve à quelques centaines de mètres derrière moi, ou qui tout simplement ont une permission. Et en tout cas, c'est un centre névralgique du sud de Tel Aviv qui a été donc visé par un attentat. État d'alerte relevé ce soir à Tel Aviv, Maxime ? Oui, il avait déjà été relevé il avait déjà été élevé cet état d'alerte depuis les événements de ces derniers jours, à la fois dans le nord du pays, également à Jérusalem, qui a été visé plusieurs fois par des attentats. Eh bien, cet état d'alerte a une fois de plus été renforcé ce soir avec beaucoup de patrouilles de police dans ce secteur sud de Tel Aviv et également dans d'autres points sensibles de cette ville israélienne du littoral. Évidemment, la grande crainte des autorités, c'est de voir se multiplier les attaques terroristes dans le centre du pays, évidemment à Tel Aviv, avec évidemment un impact pour la vie économique, pour également le déplacement des voyageurs, puisqu'ici,
plusieurs trains et des autobus ont été retardés suite à l'attentat qui s'est déroulé en milieu de journée. Évidemment, cela évidemment pose beaucoup de problèmes pour les autorités. Merci Maxime Pérez en direct de Tel Aviv, nos envoyés spéciaux, donc on les retrouvera tout au long de cette édition spéciale. Alors Maurice Fergan, ce soir, la question qui se pose, c'est de se demander si on est face à une intifada, comme on aime à le dire à chaque fois qu'il y a des attentats ou des attaques comme ça rapprochées. Est-ce que pour vous, ça rappelle en tout cas des situations qu'on a déjà connues en Israël? Écoutez, pour quelqu'un, je pense que Raphaël aussi a vécu les deux précédentes intifadas, la première en 87 et la seconde en 2000. On était là, on a couvert les événements. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à l'intifada, ça a le goût de l'intifada. Est-ce que c'est déjà l'intifada? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Il est possible que ce soit juste une vague de terrorisme et que ça se calme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux premières intifadas, en 87 et en 2000, ont éclaté de façon assez violente. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'était immédiat. C'est-à-dire, dès le moment où ça a commencé, on a tout de suite compris qu'il s'agissait d'une intifada. Là, ça fait pratiquement depuis juillet qu'on assiste à une montée de violence lente mais continuelle. Et aujourd'hui, on est peut-être à son paroxysme ou on n'est qu'à son début. On ne sait pas encore. Le fait est qu'il n'y a pas eu le même démarrage. Deuxième chose, il n'y a pas de masse populaire derrière cette intifada. Il n'y a pas de lanceurs de pierres. Il y a quelques émeutes ce soir, mais dans des endroits un petit peu, on va dire, disparates. Disons qu'il n'y a pas de mobilisation populaire derrière cette intifada. Peut-être parce que Mahmoud Abbas contrôle encore la Cisjordanie et ne tient pas à mobiliser ses troupes, disons, parce qu'il a pour le moment une carte diplomatique qu'il tient absolument à jouer. Deuxièmement, la bande de Gaza n'est plus occupée par Tzahal, donc les Palestiniens du Hamas sont enfermés là-bas et ne peuvent plus perpétrer d'attentats terroristes en Israël comme ils l'ont fait. Donc c'est vrai que ça prend une tournure un peu différente. Alors maintenant, on est devant une intifada. Si on a eu la première en 87, l'intifada des pierres, la seconde l'intifada armée, là j'ai l'impression qu'on est devant quelque chose de nouveau. J'appellerais ça peut-être l'intifada Daesh parce que ça ressemble vraiment à cette violence islamiste qu'on connaît pratiquement dans toute la région. Raphaël Jérusalemi, vous partagez ce sentiment? Tout à fait. Il n'y a pas un soutien populaire ni en Cisjordanie, ni dans la population arabe israélienne. Je pense que l'exemple d'hier soir d'un arabe israélien qui a sauvé un juif qui allait être lynché à Taïbé. Alors on verra le reportage dans un instant, justement. Voilà, mais ce qui est important à retenir de cette leçon, c'est ce qu'a dit ce héros de tous les jours de Taïbé. Il a dit à Taïbé, nous sommes 50 000 habitants. Il y avait 30 personnes pour lyncher cet Israélien. Mais après qu'il a fait cet acte héroïque, il a reçu de nombreux coups de téléphone et de messages de soutien des habitants arabes de la région et de Taïbé qui se désolidarisent clairement de ce qui est en train de se passer. Alors, la question se pose de savoir comment réagit-on à ce qui arrive. Alors, vigilance, car malheureusement, ça risque de continuer, mais je décrirais ça comme un effet de mode lancé par les imams dans les mosquées. C'est une incitation qui vient directement des mosquées salafistes en Israël et en Cisjordanie. Et je pense que la solution première est de s'arranger pour que ces voix soient tues. Mon avis est simple et clair. Il faut expulser d'Israël, du territoire israélien, tous les imams qui appellent au djihad, qui appellent au suicide, qui prônent le shahidisme. Ce sont des gens extrêmement dangereux et ce sont eux la véritable source du problème. Les quelques excités qui prennent un couteau ensuite et courent dans la rue pour poignarder les gens ne sont qu'un sous-produit de ces discours enflammés qui n'a aucun lieu de laisser advenir ici sur notre territoire. Alors, on peut parler justement de la manière dont le gouvernement réagit face à ce que vous évoquiez justement, mais à propos de ces émeutes qui ont éclaté dans des villes arabes israéliennes ce week-end après la mort d'un arabe israélien tué par la police, qu'on peut séparer de ce qui s'est passé ou peut-être pas, vous nous le direz dans un instant, eh bien vous faisiez référence à cette histoire qui donne de l'espoir, puisque effectivement un conducteur israélien, un juif israélien a été pris à partie hier par des émeutiers à Taïbé et que eh bien, ce sont des
arabes de cette ville qui sont venus à son secours et qui l'ont empêché d'être plus sérieusement blessé dans cette attaque. Reportage signé Léa Berdugo à Taïbé. Moshe German tente de récupérer ses esprits. Il vient d'être sauvé de justesse d'une situation quasi inextricable. Ce juif israélien rendait visite à des amis de la ville de Taïbé, en plein cœur du secteur arabe, quand il a été pris d'assaut par un groupe de jeunes. Je suis rentré chez moi vers 21h30. J'ai vu un véhicule de police qui bloquait le passage. Je pensais qu'il s'agissait d'un accident. Une fois sur place, j'ai compris dans quoi j'étais tombé. J'ai voulu contourner l'obstacle, mais je n'ai pas réussi. J'ai tenté de fuir, mais je n'ai pas réussi. Ils ont commencé à me jeter des pierres et des pétards. J'ai senti une odeur de fumée. La voiture a pris feu. Alors proche d'un lynchage, Moshe German est sauvé par un groupe d'Arabes israéliens résidents de Taïbé qui l'aide à s'extirper du véhicule. Majdi Baloum est l'un d'entre eux. J'ai repoussé les émeutiers, je les ai poussés. Ils tenaient des blocs de pierre dans les mains. J'ai regardé le conducteur, il était replié sur le siège passager. Il ne pouvait plus rien faire, il avait l'air désespéré. C'était fini. J'ai ouvert la portière et j'ai extirpé le conducteur. Je l'ai tiré de là le plus vite possible. Je l'ai fait monter dans ma voiture et j'ai roulé vers un barrage de police. Pour lui, peu importe que l'on soit juif ou arabe, la violence n'est pas acceptable. Peu importe si c'est un arabe ou un juif. J'ai vu qu'il allait mourir, vraiment. J'ai compris qu'il fallait que je l'aide. Alors j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et les avis convergent. Ici, à Taïbé, on condamne ce genre d'attaque contre des juifs. Et pour beaucoup, il s'agit d'un épiphénomène. Ce qui est arrivé à Taïbé est inhabituel. Nous condamnons fermement cet incident. Porter atteinte et menacer un homme innocent de passage à Taïbé, c'est quelque chose que nous condamnons fermement. Au lendemain d'émeutes qui auraient pu être sanglantes, la vie reprend son cours ici et les voix sont presque unanimes. Ce sauvetage n'est pas exceptionnel, il est uniquement le symbole d'une coexistence entre juifs et musulmans à laquelle de nombreux résidents de Taïbé aspirent à l'échelle du pays tout entier. Voilà, message d'espoir, en tout cas dans une situation très tendue ce soir, mais Maurice Fergan, ça peut quand même redonner... Non, il y a une chose qu'il faut tout d'abord préciser, ça a été dit, mais je crois qu'il faut le redire, Taïbé est une ville arabe israélienne, elle est en territoire israélien. Je ne sais pas si ce brave homme serait sorti vivant s'il était rentré à Ramallah ou à Naplouse. Donc il faut clairement séparer ce qui se passe en ce moment. C'est déjà arrivé à Ramallah ou à Naplouse. Oui, mais ce sont des territoires palestiniens. Il y a eu des lynchages, mais il y a eu aussi des sauvetages. Oui, non mais là on parle d'une ville arabe israélienne et l'état d'esprit est différent, même si en ce moment il y a des émeutes qui sont liées à des incidents qui ont eu lieu à Kfar Kana, mais c'est autre chose. Ce ne sont pas des Arabes israéliens qui sont sous l'autorité de Mahmoud Abbas ou du Hamas, sûrement du mouvement islamique israélien, mais pas du tout de l'autorité palestinienne. Donc c'est vrai qu'il y a une cohabitation, c'est vrai qu'il y a des problèmes, il ne faut pas dire que tout est beau avec ces Arabes israéliens, mais je ne pense pas qu'on soit dans le cas de figure d'une confrontation entre Israël et Palestiniens. C'est votre avis ou pas ? Il faut séparer ce qui se passe en Cisjordanie ou ces attaques qui ont eu à Gush Etzion aujourd'hui de ce qui se passe dans ces villes israéliennes ? Non, je ne crois pas. Il faut séparer d'abord tout ce qui est fanatisme religieux, intégrisme, et même en territoire palestinien, il y a des Palestiniens qui ne sont pas des fanatiques religieux, qui font la part des choses, qui cherchent leur intérêt pour l'avenir de leurs enfants, leur intérêt économique, leur progrès, qui savent très bien que c'est avec Israël
qu'ils pourront l'accomplir et pas sans Israël. Je pense aussi qu'il y a une leçon très importante à retenir, c'est la condamnation de cet acte de lynchage. Une condamnation alors que des éminences diplomatiques européennes ou américaines pourraient justifier ces actes de violence en disant même oui, les sionistes construisent des habitations à Jérusalem-Est, ils pourraient trouver montent sur le mont du Temple, provoquent les Arabes. Alors voilà des Arabes qui font la part des choses, qui ne rentrent pas dans une dialectique politique ridicule, qui voit la face humaine. Et je crois que cette face humaine n'est pas seulement chez un habitant arabe israélien de Taïbé, vous pourrez la retrouver à Ramallah et même à Gaza. Et c'est ça qui fait la différence. Alors que nous parlons aujourd'hui de calmer le jeu. Calmer le jeu sur le plan politique, c'est négocier justement avec ceux qu'il ne faut pas. Ceux qui attisent la haine, qui envoient ces loups solitaires poignardés. Nous négocions avec les mauvaises personnes. Nous avons au Parlement des membres du Parlement que nous acceptons, comme Madame Zohabi, ou comme le clown de service Ahmed Tibit, qui fait déjà son spectacle depuis plusieurs années. Tous ces gens-là ne représentent pas, je pense, le vrai peuple arabe, le vrai peuple palestinien. Et il est dommage que ne se lèvent pas justement les gens que nous venons de voir pour représenter ces Arabes, ces musulmans, en quels je crois qu'ils ne sont pas tous des fanatiques, loin de là, et qui rêvent, comme nous tous, de paix et d'un bon avenir pour leurs enfants. Je crois que ça, c'est vraiment important. Alors, on va retrouver, justement, on va aller dans le Gush Etzion, là où s'est produit l'autre attaque du jour. Attaque mortelle, cette fois, puisqu'une Israélienne de 25 ans, on vous le répète, on a d'abord cru que c'était une adolescente, âgée de 14 ans, mais finalement, elle avait 25 ans, a donc été tuée par un terroriste. Daniel Haïk, vous êtes sur place. D'ailleurs, histoire tragique que celle de cette Israélienne de 25 ans qui avait déjà survécu à une attaque il y a quelques années. Oui, effectivement, c'est un cas effectivement tragique et on est effectivement dans un endroit, à cet endroit ici dans le Gush Etzion, à proximité de la localité d'Alon Shvut et de la station de l'arrêt d'où étaient partis les 3 jeunes Israéliens qui ont été kidnappés le 12 juin dernier, bien entendu, kidnappés puis assassinés, bien entendu. Il y a là un élément extrêmement dramatique, mais il faut préciser ici, Jean-Charles, qu'il y a un sentiment d'inquiétude de la part de certaines forces de sécurité. Vous les avez vues tout à l'heure, elles sont déployées massivement ici dans la région. Il y a un sentiment d'inquiétude, une crainte en tout cas, au sein des responsables de la défense, d'une forme d'érosion, d'une forme de glissement de ces émeutes qui jusqu'à présent étaient focalisées à Jérusalem en particulier, vers donc les territoires, vers le Gush Etzion. Rappelez-vous, la semaine dernière, il y a eu déjà un incident grave, un véhicule qui a percuté 3 soldats israéliens. Dans un premier temps, on a cru qu'il s'agissait d'un attentat à la voiture bélier et par la suite seulement, on a affirmé qu'il ne s'agissait que d'un accident. Et même si cette version n'a pas fait l'unanimité, il faut le rappeler, on craint véritablement au sein des forces de sécurité qu'il y ait un glissement de ces actes de violence de Jérusalem vers les territoires. Cela signifierait que peut-être aussi Mahmoud Abbas pourrait avoir donné de manière latente, de manière tacite, un feu vert à des actes terroristes ou cautionner, même en fermant les yeux sur des actes terroristes, même si rien ne prouve qu'il y a une organisation derrière tous ces actes terroristes, mais plutôt qu'il s'agisse aujourd'hui, comme on le pense au sein des forces de sécurité, d'actes isolés. Mais il y a une crainte de voir ces événements terroristes, ces attentats se développer, en particulier en Judée-Samarie, et cela embraserait plus encore, bien entendu, cette région. Alors Daniel, on voit derrière vous que des protections ont été placées devant ces arrêts de bus, mais comment éviter ce type d'attaque isolée? C'est particulièrement délicat, on l'imagine?
Oui, mais on voit que finalement, ces protections ont rempli leur rôle. Ce sont ces colonnes de béton que vous voyez. Cela ressemble un peu à ces blocs de béton qui ont été installés au cours des derniers jours à chacune des stations du tramway de Jérusalem, dans le but justement de protéger les personnes qui attendent à ces arrêts de bus ou à ces arrêts d'autostop. Là, on peut dire que quelque part, ces colonnes de béton ont rempli leur mission puisque le terroriste a percuté ces colonnes de béton avant de poursuivre sa route pendant quelques mètres encore au volant de son véhicule. Ce n'est qu'après qu'il est venu avec un poignard pour poignarder cette jeune Israélienne qui a donc succombé à ses blessures. Donc il y a d'une certaine manière une volonté, mais vous savez, ces blocs de béton ne font pas l'unanimité. On sait que le ministre du Commerce, Naftali Bennett, a affirmé qu'un pays qui se défendait qui ne voulait pas être siégé dans un gouvernement qui utilisait ces blocs de béton pour se protéger. Cela ne fait pas l'unanimité. Il faudra voir comment cela va se développer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Merci Daniel Haïk, donc en direct du Gush Etzion à Longewood, là où s'est produit l'attaque mortelle de tout à l'heure. Il y a eu 2 blessés donc également. Le terroriste lui a été abattu, il est mort à l'hôpital des suites de ses blessures, mais 2 blessés donc qui sont actuellement hospitalisés. On va aller tout de suite d'ailleurs à Jérusalem, hôpital Hadassah, où se trouve Léa Volbert, notre envoyée spéciale d'i24 News. Léa, bonsoir. Est-ce que vous avez d'abord des nouvelles des blessés ? Bonsoir. Oui, alors je me trouve donc précisément dans cet hôpital Hadassah Ein Kerem à Jérusalem où ont été transportés cet après-midi, où a été transportée une des victimes de cet attentat terroriste survenu à Gush Etzion dans cette région proche de la Cisjordanie particulièrement sensible, puisqu'on s'en souvient, c'est dans cette région de Gush Etzion également qu'avaient été enlevés les 3 adolescents israéliens en juin dernier. Une des victimes de cet attentat a donc été transportée ici. C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui se trouve dans un état extrêmement grave. Bien entendu, le personnel de l'hôpital refuse de communiquer plus d'informations quant à l'état de santé de ce jeune homme pour l'instant. Se trouve également dans cet hôpital l'agresseur qui, en début d'après-midi, avait été donné pour mort par certains médias. Il se trouve lui aussi dans un état extrêmement critique et il est traité dans cet hôpital Hadassah Ein Kerem. C'est un jeune palestinien de 18 ans qui se trouvait illégalement sur le territoire israélien et qui aurait donc commis ce crime. Les 2 autres victimes de cet attentat ont été transportées dans un autre hôpital de Jérusalem. L'une d'elles est décédée à la suite de ces blessures. Une Israélienne de 25 ans dont l'identité a été révélée en début de soirée. Elle s'appelait Dalia Lemkous. Et puis l'autre victime est légèrement blessée, mais se trouve également dans cet autre hôpital de Jérusalem. Jérusalem, Léa, où la situation est également tendue ce soir, en tout cas les mesures de sécurité toujours très présentes. Oui, les mesures de sécurité toujours très présentes. Benjamin Netanyahou a d'ailleurs réuni ce soir, on l'a appris en début de soirée, en urgence son cabinet composé des ministres, des principaux ministres concernés par cette crise, par cette vague d'attentats qui survient depuis près de 3 semaines en Israël. Ce sont pas moins de 5 attaques terroristes. Cet après-midi, encore en plein cœur de Tel Aviv, un jeune soldat israélien a été poignardé par un Palestinien. Il a été, lui, transporté à l'hôpital de Tel HaShomer à Tel Aviv. La classe politique israélienne donc est unanime et condamne très fermement, bien entendu, ces attentats. Benjamin Netanyahou a parlé hier, a même évoqué la possibilité de destituer la citoyenneté des personnes qui appelleraient à la destruction d'Israël. Et puis beaucoup de personnalités politiques se sont exprimées, dont notamment le maire de Tel Aviv qui a tenté de rassurer la population, mais qui a appelé les habitants à être extrêmement vigilants, car il a rappelé que Tel Aviv et Jérusalem restaient les cibles principales des actes terroristes. Merci Léa Volbert, donc en direct de l'hôpital Hadassah de Jérusalem, où donc se trouvent les blessés de l'attaque de Gush Etzion et donc le terroriste qu'on donnait pour mort tout à l'heure et qui apparemment serait toujours maintenu en vie dans cet hôpital. Alors, rapidement, parce qu'il nous reste quelques minutes, est-ce que, à votre avis, les réponses apportées ce soir ou prônées par certains membres du gouvernement et par Netanyahou, c'est-à-dire la fermeté bien sûr, mais
la déchéance par exemple de la nationalité pour les Arabes israéliens qui seraient impliqués? Je ne pense pas que ça dissuadera un terroriste. Je crois que justement notre milieu politique doit faire très très attention à ce qu'il dit. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est que pour le moment la police agit exactement comme il le faut. Je veux dire, à Jérusalem, on a vu une présence massive des forces de l'ordre qui permettent malgré tout de contenir ces émeutes. À Kfar Kana et dans le nord du pays, dans les villages arabes, on constate que la police est là aussi présente et arrive à se maintenir à distance des manifestants, à des émeutiers, à les tenir comme ça, à les contenir. Finalement, pour le moment, le bilan n'est pas négatif du point de vue des forces de police. Maintenant, le problème, c'est que ces forces de police ne sont pas extensibles au maximum. À un moment donné, ils seront sur plusieurs fronts, on ne pourra plus avoir cette présence massive. Donc, je pense qu'à terme, on va arriver à une situation où effectivement, il faut de la vigilance des citoyens, mais on va arriver à une situation où on aura des patrouilles de l'armée dans les villes israéliennes. On ne peut pas faire autrement vu les peu de forces de police qu'on possède. Raphaël Jérusalemi. Je crois qu'il y a quelque chose d'unique en Israël qui ne se retrouve pratiquement dans aucun autre pays. C'est que la population, effectivement, est une extension de l'armée et de la police, de même qu'elle a su se conduire parfaitement lors de la bordure protectrice sous les tirs de missiles pour éviter des victimes. Elle se conduit de même maintenant avec une grande vigilance. Remarquez combien de fois ce sont de simples citoyens, juifs ou musulmans, qu'on vient de le voir, qui ont rattrapé les terroristes ou sauvé des vies. Et je pense qu'il va falloir, malgré tout, une vigilance de nous tous, une solidarité de tous ceux parmi notre population, juifs comme musulmans, qui refusent cette violence, qui refusent ce terrorisme, et cette chance ou malchance que nous avons d'être conscients du danger, plus vigilants que dans d'autres endroits du monde. Et je pense que nous arriverons à vaincre cette dernière vague de terrorisme qui s'abat sur nous. Merci Raphaël Jérusalemi, merci Maurice Fergan. On va continuer cette édition spéciale dans un instant. On parlera d'Arafat car c'est demain, coïncidence, le 10e anniversaire de sa mort, commémoration prévue à Ramallah et peut-être aussi enseignement à tirer avec ce qui se passe actuellement. Voilà, on se retrouve dans un instant. On vous laisse avec des images justement du Gush Etzion en direct et on se retrouve donc pour la suite de cette édition spéciale. À tout de suite. ההסתה והלהבות בירושלים במגזר הערבי הגיעו לגבהים שהם עלולים גם לזלוג מעבר לכך. קצת אחרי השעה 12 בצהריים קיבלנו קריאות במגן דוד אדום על צעיר שנדקר כאן על הדשא. אנחנו מתייחסים לאירוע הזה בחומרה רבה מאוד, זה אירוע חמור מאוד. שמדובר על חייל שהותקף על ידי בן מיעוטים שמתגורר באזור העיר שכם. Suite de cette édition spéciale et donc demain, commémoration prévue à Ramallah, pas à Gaza où elles ont été annulées, mais à Ramallah à l'occasion du 10e anniversaire du décès de Yasser Arafat. Cela coïncide évidemment avec cette vague d'attentats, sans qu'il ne faille évidemment y faire un lien, mais en tout cas vague d'attentats aujourd'hui qui a frappé Israël. On va parler de la personnalité d'Arafat justement et des conséquences peut-être que sa mort a aujourd'hui encore sur les négociations entre Israéliens et Palestiniens. Je salue Avi Pazner, bonsoir. Bonsoir. Ambassadeur d'Israël, en poste en France notamment. Bonsoir à vous, Jacques Neria. Vous êtes expert donc pour les affaires militaires sur Right24 News et puis ancien conseiller du gouvernement. Vous avez côtoyé de près l'un et l'autre sans doute Yasser Arafat. Vous nous raconterez ça dans un instant. On a d'abord voulu demander à nos internautes et aux téléspectateurs d'Right24 News si justement la mort d'Arafat avait pu influer sur l'issue des négociations qui n'ont toujours pas abouti entre Israéliens et Palestiniens. Question qui a été posée. Réponse avec vous. Leslie Rezouk, bonsoir.
Bonsoir Jean-Charles. Demain, les Palestiniens vont commémorer les 10 ans de la mort de Yasser Arafat. Le leader de l'OLP avait été l'artisan avec Yitzhak Rabin des accords d'Oslo en 1993. Un espoir de paix rapidement démenti. Et aujourd'hui, les luttes intestines entre le Fatah et le Hamas empêchent l'émergence d'une voix forte dans les négociations avec les Israéliens. Et c'est donc la question que nous avons posée aujourd'hui à nos internautes. La mort d'Arafat a-t-elle enterré les espoirs de paix israélo-palestiniennes? Alors regardons ensemble tout de suite les résultats de notre sondage. Résultats sans appel, comme vous le voyez, 62% de non pour seulement 27% de oui. Nos internautes estiment en effet que les revendications palestiniennes sont aujourd'hui portées par des représentants légitimes qui rendent possible l'espoir d'une paix avec Israël. Pour Sylvie K, comme vous le voyez, Mahmoud Abbas et Saeb Erekat, le négociateur palestinien, sont parfaitement capables de mener les pourparlers. La personnalité de Yasser Arafat était certes plus charismatique, mais son action n'a pas été plus efficace. Et certains de nos internautes vont même plus loin, revenant sur l'action politique et diplomatique du leader de l'OLP, Bob Dana, comme vous le voyez, nous explique notamment qu'il ne pense pas que Arafat ait jamais eu l'intention d'aller au bout du processus de paix. Malgré tout, comme je vous le disais, ils sont un petit pourcentage à considérer que c'est le manque de leadership du côté palestinien depuis la mort de Yasser Arafat qui empêche une résolution effective du conflit. Armand Gourion souligne par exemple que malgré ses crimes et l'intifada qu'il a créée, selon lui, il était très écouté des populations arabes. Il n'y a aucun leader arabe digne de ce nom aujourd'hui, conclut-il. Enfin, notre dernière internaute, Brigitte Paquin, considère que la paix semble plus inaccessible que jamais, alors que se profile une nouvelle intifada. La perspective de nouveaux accords d'Oslo s'éloigne chaque jour un peu plus, écrit-elle. Voilà donc Jean-Charles pour les avis de nos internautes ce soir. Je vous rappelle que vous êtes toujours invités à participer à notre débat sur Facebook et sur Twitter. Et puis surtout, n'oubliez pas de voter sur notre page internet www.i24news.tv. Merci Leslie Rezoug. Alors Jacques Neria, est-ce qu'à votre avis, si Arafat avait peut-être vécu un peu plus longtemps, l'issue du processus de paix eût été différente? Est-ce qu'il y avait chez lui peut-être une volonté d'aboutir plus vite que d'autres? Écoutez, il y avait une volonté d'aboutir, mais à un certain moment, il y a eu un blocage complet. Arafat a reçu du Premier ministre d'alors, Ehud Barak, une proposition inégalée dans l'histoire israélienne. 99% presque des territoires rendus, Jérusalem divisée. Et tout cela tenait à la partition, je dirais, de Jérusalem, de quelle partie resterait juive et quelle partie deviendrait uniquement palestinienne. Et à partir de là, il fallait tout simplement prendre une décision de leader, ce que Arafat n'a pas voulu faire. Et à partir de ce moment-là, tout a dégénéré. Donc, dans la perspective historique, Arafat, en fin de compte, est le responsable de cet échec-là. C'est un grand échec dramatique pour les Palestiniens et qui nous a fait reculer à tous, je dirais, des années-lumière. Ali Pazner, votre sentiment sur la volonté ou pas d'Arafat d'aboutir à la paix? Premièrement, je m'excuse d'être enroué ce soir. Vous êtes tout excusé. Mais je n'ai jamais cru à la volonté d'Arafat de faire la paix. J'ai connu Arafat personnellement quand j'étais ambassadeur en Italie, après quand j'étais ambassadeur à Paris. Je l'ai côtoyé plusieurs fois. Il ne m'a jamais inspiré confiance. Son comportement, son body language, tout ce qu'il faisait ne m'a pas inspiré confiance. Je l'ai vu dans des situations, je dirais, extrêmes. J'étais avec Shimon Peres et Arafat dans une conférence en Italie à Tchernobyl. Et Shimon Peres parlait de paix. Il y avait des centaines d'hommes d'affaires et de politiciens dans l'audience. Pendant une demi-heure, Shimon Peres a parlé de paix. Arafat est monté sur la tribune. Il a fait un discours fulgurant contre Israël. Tous les péchés d'Israël depuis la création du monde, pas seulement depuis la création d'Israël, ok? À peine il a fini son discours, il court vers Peres, il l'embrasse 6 fois, 10 fois. Peres ne savait pas que faire, ok? Donc j'ai vu le double jeu d'Arafat. Il y avait... Ce n'est pas pour rien que ses proches l'appelaient Maradona. Donc c'était le joueur de football qui maniait la balle dans un terrain de foot. Et puis c'était assez difficile de comprendre, je dirais, Arafat. Arafat, comme d'ailleurs les Israéliens n'avaient pas confiance en Arafat, Arafat sentait la même chose envers les Israéliens. Il pensait tout le temps, il me disait tout le temps, vous voulez
que je devienne le maire de Gaza uniquement. Vous ne voulez pas négocier avec moi l'avenir de la Cisjordanie. Vous voulez me réduire uniquement. Et il employait le terme, République de Bantoustan. Je dis non, dans la République de Bantoustan, tu as le droit d'avoir aussi un accès à la Cisjordanie. Donc ce tutoiement avec Arafat, en arabe naturellement, et j'ai passé des heures, non pas dans des conférences internationales, mais des heures à Tunis le soir, à 2h, 3h du matin, à écouter Arafat. Et un beau jour, Arafat qui disait très clairement, écoutez, pourquoi ne pas créer une fédération entre nous, entre vous, Israéliens, et nous, Palestiniens? Vous avez aujourd'hui un président israélien, demain vous aurez un président palestinien, moi par exemple. Je dis oui, mais c'est une bonne idée, c'est pas mal, c'est pas mal. Et moi je dis voilà, si jamais je raconte ça à Rabin, il va tout simplement me dire allez, plie tes bagages et va-t'en. Mais c'était, je dirais, il y avait des divagations chez lui et puis une certaine attitude qui était très bizarre. Il regardait, il avait une très grande admiration pour Rabin, pas tellement pour Peres. Et d'ailleurs, c'était la cause d'une de mes grandes batailles au sein du Premier ministre. J'avais reçu l'ordre de Rabin de dire à Arafat, écoutez, en Israël, il n'y a qu'une personne qui décide. Donc, vous imaginez qui c'était cette personne-là. Et je devais dire ça personnellement à Arafat. Alors, à partir du moment où Arafat s'est fâché contre moi parce que j'avais rapporté que son langage n'était pas tellement juste à propos de certaines choses, il a été raconté, pas par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, à M. Peres, qu'il y avait quelqu'un autour du Premier ministre israélien qui disait que lui ne valait rien. Alors, naturellement, ça m'a valu d'être éloigné des négociations pendant pas mal de temps. D'ailleurs, Jacques, j'ai vu un autre exemple de la manière dont Arafat traitait Shimon Peres, que je peux raconter aujourd'hui, ça fait déjà longtemps. On était à une autre occasion, et il y avait un rendez-vous à 9h du soir entre Peres et Arafat pour parler. Et moi, j'étais ambassadeur, j'accompagnais Peres, qui était ministre des Affaires étrangères. On arrive 9h pile, évidemment, on est poli, et on attend Arafat. 9h20, 9h30, je vais demander à un assistant qu'est-ce qui se passe. Où il est Arafat? Il est très occupé, il a un coup il téléphone, c'est très très occupé. Arafat, messieurs, est arrivé à 10h du soir. Il a laissé attendre Shimon Peres, l'homme qui vraiment croyait à la paix, l'homme qui vraiment peut-être même croyait en lui, je ne sais pas. Et encore une fois, évidemment, il est entré, il s'est précipité sur lui, il l'a embrassé, il lui a donné des bises. Il avait cette attitude assez bizarre, c'est quand il était en face des Israéliens, en face de Rabin, ou surtout de Rabin, alors il s'abaissait dans sa chaise automatiquement comme ça, et puis il disait « You have the upper hand », vous êtes en fait supérieur, vous êtes plus fort que nous. Il les appelait aussi « Your Excellency ». General, c'est Rabin, c'était General, Your Excellency, c'était beaucoup de politesse naturellement, et puis de l'autre côté, il disait « Welcome my cousins ». Nous étions des cousins, donc nous sommes en fait des cousins germains depuis le temps d'Abraham, mais nous avons une certaine filiale familiale entre nous. Donc il jouait sur ce jeu-là. Et à partir du moment où il avait compris qu'à côté de Rabin, il y avait quelqu'un qui parlait l'arabe et qui était natif du Liban, alors automatiquement s'est tourné vers moi. Et naturellement, c'était le début de mes grands ennuis au bureau du Premier ministre, parce que j'avais été traité automatiquement de pro-palestinien, de pro-Arafat et tout le reste. Ouais. Mais alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit Mahmoud Abbas, est-ce qu'on se dit que les Palestiniens manquent d'un leader Non, moi je ne regrette pas le départ d'Arafat. Pas du tout. Il est parti comme Dieu l'a voulu. Et je crois qu'Abou Mazen est 10 fois préférable. C'est vrai qu'il n'a pas le charisme. Il n'a non plus pas le charme. Monsieur l'ambassadeur, je ne suis pas d'accord. Lors des négociations sur Oslo, sur l'implémentation d'Oslo, celui qui a mis son poids, c'était pas tellement Abou Ala, c'était Abou Mazen. Abou Mazen, c'est lui qui était c'est l'homme des solutions concrètes, l'homme créatif. C'est l'homme créatif, mais aussi c'est l'homme qui a C'est ce que je veux dire. Ouais. Je ne regrette pas qu'Arafat soit parti et qu'Abou Mazen soit à sa place. Je pense qu'il y a une grande erreur en Israël de ne pas considérer Abou Mazen comme un partenaire. Absolument, je suis complètement d'accord. Imaginez-vous qu'est-ce qu'Arafat aurait fait dans une situation comme nous avons aujourd'hui, où nous sommes peut-être au bord d'une intifada, que Abou Mazen essaye d'empêcher, je crois, et qu'Arafat aurait poussé en avant. Abou Mazen a des déclarations tellement, je dirais, tellement pro-israéliennes, des fois, que moi-même je m'étonne. Je dis, Arafat n'aurait jamais dit des choses pareilles. Jamais.
pour essayer de convaincre Arafat de condamner des actes de terrorisme, il fallait, c'était, je m'excuse, la croix et la bannière. C'était impossible. Impossible. Et puis Rabin dit, il faut qu'il condamne. Il faut qu'il condamne. Va le rencontrer. Tu vas à Tunis et le convaincre qu'il faut qu'il condamne. C'était presque mission presque impossible. Ça, c'était... De l'autre côté, il faut comprendre Abou Mazen, Mahmoud Abbas, a des sautes d'humeur. C'est quand il s'est fâché avec Arafat, il prenait une petite valise et il allait se réfugier chez le roi du Maroc. Et c'était là-bas où la première fois que je l'avais rencontré. Il était soi-disant je dirais fâché à l'époque avec Arafat, et puis avec lui j'ai discuté l'avenir des négociations, et quand j'ai rapporté cela au Premier ministre, il a été très surpris de savoir qu'Abou Mazen c'était l'homme avec qui on devait continuer à discuter. Et moi je crois que les hommes politiques israéliens qui aujourd'hui attaquent Abou Mazen, comme Naftali Bennett qui le qualifie de terroriste en costume, font une erreur énorme. Je ne crois pas que pour Israël il y a une meilleure alternative aujourd'hui, peut-être dans le futur. Aujourd'hui, il n'y a pas de meilleure alternative qu'Abou Mazen. Et je crois vraiment que nous n'avons pas bien joué le jeu avec Abou Mazen. On l'accuse tout le temps, même ces derniers jours, on l'accuse d'être derrière les incitations. C'est pas lui qui est derrière les incitations, c'est le Hamas, c'est le djihad. Abou Mazen devait être, pour nous maintenant, à mon avis, une adresse pour parler. Mais regardez, pendant la guerre, la dernière guerre, la confrontation militaire, pendant 50 jours, Abou Mazen a tenu la Cisjordanie sous son contrôle. Les 9 bataillons qu'il a sur place étaient tout simplement en train de prendre soin, je dirais, que ça ne déborde pas en Cisjordanie. Il faut admettre quand même qu'il y a ici un partenaire. Alors naturellement, que disent les Israéliens? Sans nous, Abou Mazen aurait depuis longtemps été renversé. Ça aussi, c'est vrai. Ce qui est vrai. Donc il y a ici une symbiose. Il y a une symbiose. Le problème est le suivant. Qu'est-ce que nous, Israéliens, nous avons besoin? Est-ce que nous... Rabin n'a jamais dit ce que Begin à l'époque avait dit. Il n'avait jamais reconnu le droit légitime du peuple palestinien. Ça n'existait pas dans le lexique de Rabin. Et là, donc, ce que Rabin voulait, c'est tout simplement se défaire, se détacher des territoires palestiniens et donner ça à une adresse. L'adresse, à l'époque, c'était Arafat. Aujourd'hui, l'adresse, c'est Abou Mazen. Il faut savoir que ces territoires-là, avec une population, avec le problème démographique et tout le reste, tout cela a une adresse. Et cette adresse-là, elle existe aujourd'hui et il faut le reconnaître. Alors, on continue à parler évidemment à la fois de Yasser Arafat, donc, dont c'est demain le 10e anniversaire de la disparition, mais également de cette situation créée aujourd'hui par de nouveaux attentats, à la fois à Tel Aviv et puis dans le Gush Etzion tout à l'heure, avec la mort d'une Israélienne de 25 ans. On revient d'abord sur ces événements de ces dernières semaines avec ce sujet préparé par Uri Shapira. Les implantations sont un obstacle à la solution des deux États. Elles sont illégales et la position de l'Union européenne est de les considérer comme telles. Il n'y aura pas de malentendu à ce sujet.
Voilà donc pour ces événements donc relatés sans commentaire mais en images depuis quelques semaines, situation très tendue et donc on va se rendre tout de suite à Tel Aviv où nous attend Maxime Perez, là où a eu lieu donc la première attaque d'aujourd'hui, première attaque depuis bien longtemps d'ailleurs à Tel Aviv, Maxime Perez, qui évidemment a suscité beaucoup d'émotions. Oui, il y a quelques secondes d'ailleurs, le frère du jeune blessé, de ce jeune soldat de 20 ans grièvement touché au bas-ventre, qui se trouve toujours entre la vie et la mort, eh bien son frère s'est exprimé il y a quelques minutes et a interpellé les autorités en leur demandant est-il possible que dans un pays comme Israël aujourd'hui, des jeunes doivent, et qui plus est, ceux qui servent dans l'armée et accomplissent leur devoir de citoyen doivent être la cible d'attaques de ce genre, doivent se déplacer dans des conditions qui ne soient absolument pas des conditions de sécurité. Donc oui, évidemment, l'émotion touche l'opinion publique israélienne parce que, évidemment, Tel Aviv est une ville symbole, mais évidemment, c'est ce sentiment d'insécurité générale qui est en train de progressivement gagner l'opinion parce que les incidents sécuritaires se multiplient et qu'il y a des craintes, la crainte en tout cas que cela aille vers quelque chose de plus grave encore. On parlait tout à l'heure, en tout cas des experts, d'une intifada, d'un début d'intifada ou quelque chose qui ressemble à une révolte de basse intensité et qui pourrait bien sûr dégénérer avec des attentats peut-être de plus grande envergure, peut-être des attaques à l'arme automatique ou des attentats suicides comme il a pu en avoir des dizaines au moment de la seconde intifada. Et d'ailleurs, ce soulèvement à l'époque avait lui aussi commencé par des attaques similaires à celles auxquelles nous avons assisté ces derniers jours, avec des attentats à la voiture bélier, des attentats au couteau comme aujourd'hui à Tel Aviv. Donc voilà, cette crainte d'un embrasement et de quelque chose qui pourrait encore s'aggraver si évidemment il n'y avait pas une réaction plus ferme des autorités. Merci Maxime Perez, donc en direct de Tel Aviv. Et justement, je voudrais qu'on écoute le sentiment justement des Israéliens face à ces attentats. S'agit-il d'une vague d'attentats avec derrière peut-être une action concertée de groupes terroristes? Quel est le sentiment de ces Israéliens rencontrés dans les rues aujourd'hui? Regardez. Pas tous les Arabes ou les membres de minorités qui commettent un attentat n'appartiennent à une organisation terroriste. Il faut bien vérifier et rester vigilant. À mon avis, ce sont leurs dirigeants qui encouragent cela. Ils les encouragent à commettre ces actes terroristes qu'on a vus récemment. Ça fait peur, c'est une situation dérangeante. J'espère que le gouvernement fera le nécessaire pour y mettre fin. C'est une situation difficile. Il faut être prudent et faire attention à ce que l'on fait, où on va. Je vais justement à la gare et je viens d'apprendre qu'il y a eu une attaque. Ça fait peur. On craint pour les familles et les enfants. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est à cause de problèmes d'argent, quelque chose comme ça. C'est mon avis. Voilà donc pour ce sentiment. Jacques Naya, quel est votre sentiment à vous? Est-ce que vous avez l'impression qu'on est face à des actions concertées? On l'a dit ici sur ce plateau plusieurs fois que nous étions en début d'intifada. C'est l'acte, je dirais, de loup solitaire. Mais ce qui est assez énervant du point de vue israélien, c'est que ces loups solitaires deviennent de plus en plus nombreux. Ça devient une horde. Donc et c'est l'effet, je dirais, c'est le raz-de-marée qui arrive c'est l'effet accumulé de beaucoup de facteurs. Donc c'est le raz-de-marée qui nous vient de la radicalisation islamique autour de nous. C'est les 50 jours de combat contre le Hamas. C'est, je dirais, les provocations de l'extrême droite en Israël, c'est les réponses de l'extrême droite palestinienne aussi. Tout cela conduit à une atmosphère explosive. Les vapeurs d'essence sont en l'air, il ne manque rien pour allumer tout ça. Pour l'instant, ce sont des cas qui sont limités aux armes froides. Donc, mais il ne faudra pas beaucoup pour voir, je dirais, des suicidaires armés de bombes et sauter,
faire sauter des autobus ou dans les cafés. Enfin bref, une intifada comme on l'a connue il y a quelques années. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas parce que le lien entre les loups solitaires et les cellules terroristes organisées du Hamas et du djihad islamique n'ont pas été établies, quoique pour l'instant, il y a un enthousiasme, il y a de l'encouragement, il y a des félicitations. Sur les réseaux sociaux notamment, il y a beaucoup d'incitations. Mais pour l'instant, je le dis, c'est l'acte individuel de certains illuminés qui sortent le matin, qui regardent, qui ont parlé soi-disant au créateur. Et comme cette pancarte, je dirais, macabre qui a été hissée par un Palestinien, il dit nous aimons la mort autant que les Israéliens aiment la vie. Donc pour eux, cette espèce de sacrifice, se tuer, pour eux, c'était, je dirais, un sport national. Ali Pazner. Moi, je crois qu'on peut encore éviter une intifada. C'est vrai qu'on est au bord, mais on peut encore éviter. Il faut le faire ça de deux manières. D'un côté, la fermeté de la police, mais pas une fermeté qui aille au-delà de ce qui est légal. Une fermeté intelligente. Voilà, fermeté intelligente. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Pendant 2 mois, il y a eu des émeutes à Jérusalem et la police était très peu présente. Maintenant, elle est présente. Maintenant, c'est différent. Et d'un autre côté, à mon avis, il faut essayer de réentamer un processus avec les Palestiniens. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'Abou Mazen est au milieu d'une course vers l'ONU. Mais je crois qu'on devrait essayer, avec les Américains, avec les Américains, qui ne sont pas tellement peut-être populaires chez notre Premier ministre, avec les Américains, avec Kerry, qui serait toujours prêt, qui est toujours un optimiste. Je crois qu'il faut essayer. Et je crois que ces deux mesures, fermeté d'un côté, ouverture d'un autre côté, pourront peut-être éviter cette intifada. Écoutez, en 1992, des actes de terrorisme à Batiam a coûté au Likoud le pouvoir. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est plus ou moins la même chose. À partir du moment où les Israéliens commencent à manifester contre les responsables et leur dire ouvertement il n'y a pas de sécurité, ils vont regarder ailleurs. Et ça, je dirais, c'est ce qui est alarmant pour M. Netanyahou. Ouais. Ça pourrait peser effectivement sur de possibles élections anticipées. Aussi, Barak, tout à fait. En 2001, a été battu par Sharon. Alors on va retrouver depuis le Gush Etzion, là où s'est produit la deuxième attaque de cette journée, attaque meurtrière cette fois, puisque il y a donc une victime, Daniel Haïk. Situation ce soir sur place, donc vous êtes à l'endroit où s'est produit cette attaque, Daniel. Oui, effectivement, situation qui reste tendue. Les forces de sécurité qui étaient massivement déployées se sont quelque peu dispersées. Il y a encore plusieurs dizaines de soldats aux alentours, mais il y a une manifestation des habitants du Gush Etzion au carrefour du Gush Etzion sur la route 90 qui traverse la Judée. Des manifestants qui protestent contre le sentiment d'insécurité grandissant ici dans cette région et qui demandent plus de fermeté de la part du gouvernement. Un message qui a été véhiculé ici il y a quelques instants par le président du conseil régional du Gush Etzion, David Iperl, qui a affirmé qu'il fallait que le gouvernement se ressaisisse, que l'on était dans un état de guerre et qu'il fallait restaurer la force de dissuasion de l'armée israélienne qui, selon lui, semblait entamée. Donc, véritablement, un message de fermeté de la part des habitants du Gush Etzion. Et peut-être une remarque concernant la discussion que vous teniez il y a quelques instants et remarquer le fait que finalement, Binyamin Netanyahou est Premier ministre depuis plus de 8 ans sur un total. Il a été Premier ministre entre 1996 et 1999 et il est Premier ministre depuis 2009 et c'est la première, on peut dire, c'est la première expérience du feu pour le Premier ministre parce qu'au cours de son mandat, depuis qu'il est devenu Premier ministre, eh bien, on peut dire qu'il a assisté à des périodes relativement calmes et que là, quelque part, d'une certaine manière, c'est un examen pour le Premier ministre. Comment va-t-il réagir? On le sent réagir en virant à droite, en essayant de durcir le ton envers les Palestiniens. Est-ce que ce sera la bonne solution pour calmer les esprits, pour essayer d'apaiser la tension? C'est une question qui reste pour l'instant en point d'interrogation, sans réponse pour l'instant. Merci Daniel Haïk. Dernier détour également rapidement par l'hôpital Hadassah de Jérusalem où sont hospitalisés les 2 autres blessés de cette attaque mortelle. Léa Volbert, les dernières nouvelles avec vous?
Eh bien écoutez, je me trouve ici dans cet hôpital de Hadassah Ein Kerem où a été transportée l'une des victimes de cet acte terroriste survenu cet après-midi dans la région de Gush Etzion. Une victime, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années qui est dans un état critique. Ses jours sont en danger. Et puis se trouve également dans cet hôpital de Hadassah Ein Kerem l'agresseur qui a commis cet acte terroriste cet après-midi, un jeune Palestinien âgé de 18 ans qui était illégalement sur le territoire israélien. Les deux autres victimes de cette attaque terroriste sont dans un autre hôpital de Jérusalem. L'une d'entre elles est décédée à la suite de ses blessures. Cette jeune israélienne de 25 ans, un attentat donc qui s'inscrit dans une vague d'actes terroristes qui s'abat sur Israël depuis maintenant près de 3 semaines. À noter également cette attaque cet après-midi en plein cœur de Tel Aviv, un jeune soldat d'une vingtaine d'années qui a été attaqué au couteau par un jeune Palestinien. Il a été transporté à l'hôpital de Tel HaShomer à Tel Aviv. Et puis également en fin d'après-midi, un autre jeune Palestinien qui a été interpellé dans le centre de Jérusalem alors qu'il courait avec un couteau à un arrêt de tramway qui s'apprêtait peut-être à commettre un autre acte terroriste. Merci Léa Volbert. Voilà donc pour l'essentiel de cette édition spéciale qui se termine. Merci Jacques Neria, merci Avi Pazner, soignez-vous bien. Avec du miel, ça devrait aller très rapidement. Et puis dans un instant, invité un homme de théâtre, un acteur français, Francis Huster, à l'occasion de son premier voyage en Israël.